Bonsoir à tous, c'est Tambour battant consacré cette semaine à la montée de l'extrême droite en Europe. Avec Hélène Mathieu, nous recevons Thomas Bronek. Bonsoir. Bonsoir. Thomas Bronek, vous êtes journaliste, documentariste, vous avez vécu au Vietnam et vous êtes l'auteur de plusieurs romans, au fond un peu comme Balzac. Je dis ça sans rire, parce que toute la série noire que vous illustrez par vos livres, au fond, touche à ces problèmes que nous touchons aujourd'hui, c'est-à-dire l'extrême droite. Et les romans disent parfois plus que les essais, parce que vous êtes sans doute un peu visionnaire. Alors, votre dernier roman s'appelle Collapsus, et il est publié à la série noire. Vous aviez publié aussi En pays conquis, La Meute et Les Initiés. Alors, je dis que vous êtes visionnaire parce que, d'une certaine façon, les sujets que vous abordez sont des sujets qui touchent, au fond, à la politique et qui expliquent dans quelles conditions, progressivement, les choses se font. Même si nous sommes dans la fiction, nous sommes dans une fiction qui s'inspire évidemment du politique. Alors, dans Collapsus, nous sommes proches de l'arrivée au pouvoir d'un dictateur écologiste. Et au moment où il va arriver au gouvernement, des ministres du Rassemblement national, sous un ministère de gauche. On n'a pas encore eu ça, mais on pourrait l'avoir. Et au fond, sans parler du Frexit, sans parler de la sortie de la France de l'Europe, vous insistez sur le rôle déterminant de la peur qui fait que la population, en face de la situation qu'elle vit, est amenée, au fond, à se dire que le pouvoir peut lui nuire. Et d'une certaine façon, on a un peu l'impression dans ce livre qu'il y a quelque chose qui, petit à petit, comme un mécanisme, qui s'empare de l'ensemble de la société, qui amène les gouvernements à classer les citoyens, qui amène les gouvernements à les rééduquer en camp, et même jusqu'au meurtre. Alors, est-ce qu'on est dans la vision de ce qui pourrait nous arriver, ou est-ce qu'on est dans une fiction qui pourrait nous apprendre que ça pourrait déborder? On est clairement dans une fiction, puisque mes ouvrages sont tous des romans, même s'ils s'ancrent évidemment dans le réel, puisque c'est un peu la voie que j'ai choisie dans la façon dont je crée mes univers. Ils sont ancrés dans la réalité contemporaine. Mes 3 romans précédents était une sorte de chronique de la vie politique parallèle à celle que l'on vit aujourd'hui. Dans Collapsus, j'ai voulu aller un degré de plus, un petit pas vers, non pas forcément une dystopie, mais en tout cas une exagération, un peu une hyperbolisation de notre réalité. L'idée de ce livre est l'idée d'avoir finalement un gourou écologiste qui arrive au pouvoir et qui, bien aidé, il faut le dire, par par 3 femmes et par les institutions de la Ve République, verse peu à peu dans une forme d'autoritarisme qui va aller effectivement assez loin. Mais l'idée de ce roman, elle est née au moment du confinement. Parce que c'est une période très particulière que chacun a vécue, chacun s'en souvient. On est un peu sidéré par la rapidité avec laquelle le virus s'impose dans notre vie quotidienne. Et cette sidération, elle crée finalement un terrain propice à l'acceptation de restrictions de nos libertés fondamentales, quelque chose qu'on n'aurait sans doute même pas imaginé 2 mois auparavant, c'est-à-dire volontairement on accepte de ne plus se déplacer, de ne plus sortir, de ne plus voir ses amis, tout ce qui fait la vie quotidienne. Et donc, ça a été relativement facilement accepté, en tout cas lors du premier confinement. Accepté, je pense, parce que chacun voyait le bénéfice qu'il pouvait avoir
Finalement, on se disait, OK, c'est un mauvais moment à passer, on a 2 mois difficiles, après, ça sera fini, ça sera terminé, et on pourra retourner à nos occupations. Alors, ça s'est pas vraiment passé comme ça, mais de fait, ce confinement dur a été le seul, parce que petit à petit, la société a de moins en moins accepté ses libertés. Donc elle est très plastique dans son acceptation des contraintes qui s'imposent à elle. Et c'est vraiment à ce moment-là où je me suis dit qu'il y a une autre urgence, qui est l'urgence écologique, dont on parlait moins à l'époque, mais qui est quand même dans le débat médiatique depuis assez longtemps. Peut-être pas assez longtemps, mais en tout cas, on en parle depuis assez longtemps. Mais cette urgence écologique, elle a une particularité, c'est qu'il faut agir maintenant, mais les effets, contrairement au confinement, on ne les voit pas au bout de 3 semaines, 1 mois. On les voit dans 10 ans, 15 ans, 20 ans. Et le point de départ de ce livre, c'est est-ce que la société serait prête à accepter, au nom d'une urgence dont elle ne voit pas la matérialité immédiatement, le même type de restriction de liberté que pour le Covid, la crise du Covid. Donc ce gourou écologiste breton, qui a d'abord créé un mouvement, puis une entreprise, parce qu'il a fait du fric avec son entreprise Vitalis, devient président de la République, et il impose, comme vous dites, il impose d'abord des mesures qui sont d'une assez grande banalité, qu'on pourrait tous accepter, très proches de notre réalité. 100 milliards pour rénover les passoires thermiques, c'est en plein dans le sujet. D'actualité. 100% bio dans les cantines scolaires, ça fait débat, mais enfin, il y a quand même des municipalités qui font... Voilà. L'impôt sur le patrimoine, la fiscalité sur le capital, la sortie du nucléaire en 10 ans. Tout ça, c'est des mesures, disons, qui ne nous révoltent pas. Après, il y a une réalité qui devient progressivement, c'est pour ça qu'il faut lire le livre, beaucoup plus effrayante, parce qu'il impose un mode de vie à tout le pays. Pas d'alcool, pas de viande, l'obligation de covoiturer quand il pouvait encore se déplacer, un ministère du bien-être animal, pourquoi pas, la réduction du nombre d'enfants, voire même plus d'enfants du tout, l'interdiction de procréer, un impôt punitif sur les banques, les entreprises polluantes, les énergies fossiles. Mais surtout, il y a deux choses que je trouve très amusantes et en même temps qui nous interrogent. Il y a quelque chose qui s'appelle le SEI, le scoring écologique individuel. Donc, on calcule sur votre revenu et on calcule sur votre nombre d'enfants, par exemple. Et si votre note de crédit écologique est supérieure à 500, vos impôts baissent. Et ce que vous écrivez très bien dans le bouquin, c'est que c'est la carotte qui attire les gens. 38 millions de personnes vont sur l'application dans l'espoir d'une ristourne d'un chèque. J'ai lu ça, page 33. Donc déjà, par le fric ou par l'appât. Ce qui n'est pas tout à fait la même chose que la peur. Ça commence doucement, sans qu'on s'en rende compte. Et après commence la peur du lendemain, on va peut-être y revenir. Mais ça commence de façon très insidieuse. Ça, c'est finalement une mesure assez libérale, hein, la compensation par l'effet prix ou l'effet taxe. Cette idée du crédit, du scoring écologique individuel, elle m'est venue en observant le scoring social en Chine, où les citoyens sont notés par rapport à la conformité de leurs actions ou de leurs pensées comparées à celles qui sont valorisées par le régime. L'exemple chinois fonctionnait de la même façon pour la question des enfants, d'une certaine façon. Autoritaire. Ouais. Alors, sur la limitation des naissances, il est, comme sur beaucoup de sujets, le président Pierre Savidan, il est tiraillé entre ceux qui veulent qu'il aille plus loin, donc des écologistes encore plus radicaux que lui, dont sa conseillère Fanny Roussel, qui elle-même mène les activistes dans des actions épouvantables. On ne va pas spoiler, mais... On va dire qu'elle est féroce. Voilà, féroce et... C'est peu dire. Et autodidacte. Et autodidacte. Et handicapé. Et lié intimement, personnellement à lui, puisqu'ils ont une histoire commune importante. Et puis ceux qui sont plutôt issus du milieu politique traditionnel, puisqu'il a su s'entourer aussi à son arrivée au pouvoir, notamment que c'est symbolisé par un personnage qui s'appelle Lisa Viançon, qui est vraiment une ancienne des gouvernements précédents, et qui a... Sa première ministre. Voilà, élite classique, et qui a misé sur lui bien avant tout le monde, mais dans l'espoir
d'édulcorer un peu sa façon de penser et sa façon d'agir. Et donc, il est tiraillé entre les deux, et à un moment dans le roman, il va falloir qu'il fasse un choix. Et alors, je ne spoile pas pour ceux qui le liraient, mais il y a un choix à faire entre aller finalement dans la politique du pire ou essayer, mais à quel prix aussi, au prix d'un certain renoncement dans la pureté de l'idéologie et de l'objectif, aller vers quelque chose de plus raisonnable, puisque évidemment, dans le roman, comme dans la réalité, les colères sociales montent, grandissent au fur et à mesure des contraintes qui sont imposées. Et la violence se développe. Et la violence se développe des deux côtés. Des deux côtés, parce que votre président, là, il met en place pratiquement dès le début des stages de rééducation. Assez violents et assez pernicieux. Alors des stages de rééducation qui sont en fait corrélés au scoring écologique individuel, puisque si votre SEI est trop bas, vous pouvez, un peu comme le permis de conduire, si vous perdez des points, vous pouvez faire un stage qui vous permet de réaugmenter ce crédit. Et donc, vous suivez un programme d'accueil individualisé, de réaffiliation écologique. Réappropriation écologique. Oui. Exactement. Et au début, c'est assez soft. Puisque vous passez 1 semaine, 2 semaines, on vous fait des cours, des choses comme ça, et puis vous ressortez, vous avez 100 points de plus, 200 points de plus. Mais petit à petit, ces sortes de stages vont être aussi utilisés à des fins politiques, de neutralisation des opposants politiques, puisqu'il y a de plus en plus aussi d'opposants politiques. Ce qui est assez fascinant, c'est les conditions dans lesquelles une situation politique évolue. C'est-à-dire qu'en vous lisant, on est dans la fiction, et donc on peut se poser la question, au fond, qu'est-ce que c'est que cette évolution politique? Et finalement, on se rend compte que c'est très peu de choses, que ça bouge très peu. Mais au fur et à mesure, ça bouge énormément. C'est-à-dire sur le temps, sur la longueur de temps, ça bouge énormément. C'est-à-dire que le changement est presque imperceptible au jour le jour. Le changement, il se fait petit à petit. Tout le monde n'est pas forcément concerné, puisque dans l'idéologie aussi de Pierre Savidan, y a quand même des gens qui sont plus coupables que d'autres, entre guillemets, et donc c'est une minorité de la population. Donc tout le monde n'est pas forcément concerné, impacté de la même manière aussi par cette dérive-là. Mais votre président de l'Assemblée nationale, qui quand même entérine pratiquement toutes les évolutions, à un moment a une formule, parce qu'il y a quand même un art du discours dans ces livres que je trouve qu'il faut saluer. Si on nous avait dit qu'il y aurait des camps pour éduquer les gens qui n'ont pas de compost, qu'on ferait des campagnes de promotion pour l'avortement et qu'on ne pourrait plus sortir à 21h, eh bien oui, mais il fallait anticiper ça. Et en fait, cette classe politique traditionnelle, ces contre-pouvoirs, ils symbolisent aussi un peu une sorte de suivisme ou de lâcheté un peu de la classe politique. Et ils symbolisent surtout la toute-puissance du président et de la verticalité du pouvoir dans nos institutions. Parce que ce que pose finalement aussi le livre, c'est est-ce que la lutte pour la préservation de la planète, pour la préservation de l'humanité, in fine, est-ce que cette lutte est compatible avec la démocratie, notre système démocratique actuel et elle pose aussi donc, la question de, finalement, qu'est-ce que c'est que la démocratie? Si on considère que la démocratie, c'est avant tout un homme, comme en France, qui est élu par le peuple et de qui ensuite tout découle, eh bien, effectivement, on a des dérives autoritaires qui sont rendues plus plausibles, plus faciles qu'avec des contre-pouvoirs, des démocraties plus participatives, etc. Pour faire bouger une société, on a cette façon très française d'imposer par le haut, finalement, mais on a d'autres moyens de faire ça. Il y a eu dans le quinquennat Macron une expérience qui était très intéressante, qui était la Convention citoyenne pour le climat, où là on voit que quand on réunit des gens représentatifs de la population, il y a une intelligence collective qui fait que tout ce qui en ressort est ensuite beaucoup plus facilement accepté par l'ensemble de la population. Une expertise des citoyens ensemble, l'autogestion. Une expertise des citoyens, alors éclairée,
parce que dans cette convention, les citoyens ont été formés aussi par énormément d'experts qui sont venus les voir. Et je ferai le parallèle avec ce qui s'est passé en Irlande, quand il y a eu cette convention sur le mariage homosexuel. Qui aurait pu dire que le mariage homosexuel serait autorisé en Irlande, un pays très catholique? Il y a eu un débat grâce à cette convention-là, grâce à ces citoyens qui étaient réunis ensemble. Et ce débat a donné lieu finalement... Donc ça, c'est le prochain livre. À une acceptation à une très large majorité d'une décision. Franchement, ce n'était pas gagné en Irlande. Thomas Brunet, du mariage cette année, cette émission est consacrée à la montée de l'extrême droite en Europe. Est-ce que vous avez pensé à l'extrême droite en écrivant le portrait de votre Savidan? C'est-à-dire que, est-ce que votre Savidan, gourou écologique, pourrait être un dirigeant de l'extrême droite française ou d'une autre extrême droite, susceptible d'entraîner petit à petit la population vers les sanctions individuelles, les sanctions du comportement, vers les camps, et vers une individuation des traitements qui conduisent à une vie progressivement insupportable? Tous les mouvements qui ne sont pas démocratiques peuvent dériver, ou les personnalités qui n'ont pas de culture démocratique peuvent sans doute dériver. Moi, j'ai pas pensé à l'extrême droite vraiment dans ce livre, parce que l'extrême droite, c'était le sujet d'un de mes livres précédents, En pays conquis. Et par contre, il y a un point commun qui est vraiment important, c'est que c'est le combat culturel, c'est-à-dire que la victoire politique se construit, et ça fait longtemps qu'on le sait, depuis les thèses de Gramsci, la victoire politique se construit en gagnant la bataille culturelle, en imposant ses propres thèmes dans le débat public, et ça c'est quelque chose que l'extrême droite a très bien réussi depuis le début des années 2000. Moi je date ça à peu près de... disons, l'élection de Nicolas Sarkozy, parce que Nicolas Sarkozy a été élu en 2007 en se targuant d'avoir fait baisser l'extrême droite à un niveau historiquement bas, puisque Jean-Marie Le Pen était à 10-11%, je crois, en 2007. Mais ce dont on ne s'est pas rendu compte, ou dont on n'a pas voulu se rendre compte à l'époque, c'était que cette victoire, elle s'est faite aussi en s'appropriant les thèmes propres à l'extrême droite. Et donc, il n'est pas étonnant qu'à un moment, l'extrême droite recueille les dividendes de cette victoire culturelle. Et c'est peut-être d'ailleurs ce qui est en train de se passer maintenant. On a un Rassemblement national très fort à l'Assemblée. Finalement, ce que je décris dans Un pays très conquis, fréquentable, très fréquentable, avec cravate. Ce que je décris avec un peu d'avance, c'est comment la droite traditionnelle est condamnée à disparaître en fait entre une social-démocratie centriste et une extrême droite beaucoup plus dure. Mais vous parlez beaucoup dans les romans précédents aussi du poids des réseaux sociaux. Parce que précisément, les réseaux sociaux, avec la dénonciation, le name and shame, peuvent complètement contrecarrer... Name and shame, nommer et faire honte. Nommer et faire honte. Les réseaux sociaux, ils radicalisent, ils polarisent le débat public, ils lui imposent une assez grande violence, et ils sont sans doute pour partie responsables aussi du climat actuel. Mais le parallèle que je voulais faire avec la victoire la victoire culturelle de l'extrême droite, c'est qu'on assiste là, et c'est intéressant depuis peut-être une année à peu près, à l'irruption dans le domaine public de débats autour de l'écologie. Et ces débats, et ça se fait en fait un peu au prix de la méthode. C'est-à-dire on critique beaucoup Sandrine Rousseau, son art de la provocation, son art des punchlines, d'imposer des débats, le barbecue, etc. Mais on en parle, et on parle d'écologie. Et je pense que c'est une stratégie qui est aussi voulue et réfléchie, c'est-à-dire que c'est une façon d'imposer des thèmes dans le débat public, les thèmes autour de l'écologie, et de que faire finalement face à cette urgence dont on voit plus ou moins les effets, mais qui est encore assez abstraite pour un bon... À un moment, vous faites dire à votre héros, à votre président, cela fait longtemps, à son propos, qu'il a compris que l'histoire ne lui donnera que plus tard
le statut de héros qu'il mérite. L'impopularité fait partie de la fonction, elle est même un devoir. Et donc, on peut se poser la question de savoir si, à partir de là, la démocratie est bien nécessaire. Comme l'impopularité devient un devoir, au fond, on n'a peut-être plus besoin de la démocratie. Alors ça, c'est... Moi, je me mets dans la tête de mes personnages. Ce sont des romans choraux, donc je me mets dans la tête des personnages dont je décris les actions. Donc il y a des chapitres sur le président, j'essaie de me mettre dans la tête du président. Vous lui faites faire des discours. Voilà, et je pense qu'aujourd'hui, il y a, chez la plupart des hommes politiques, une sorte de résignation à l'impopularité. Parce que finalement, on n'a jamais vu depuis... De Gaulle. Voilà, je ne saurais pas remonter, mais on n'a jamais vu un dirigeant politique populaire aujourd'hui. Il y a un tel rejet de la classe politique et de la politique telle qu'elle se fait par ce rejet par la population. On le voit avec l'abstention, à quoi bon aller voter, etc. L'impopularité des personnalités politiques, l'affaissement des partis politiques traditionnels, que je pense que les politiques professionnels, entre guillemets, ont cette résignation de l'impopularité et le vivent sans doute comme une sorte de sacrifice nécessaire. Mais votre président, quand même, il y croit. En tout cas, vous y croyez quand vous lui écrivez son discours, parce que vous lui faites dire, il y a ceux qui regardent le monde tel qu'il est en se demandant pourquoi, et il y a ceux qui imaginent le monde tel qu'il devrait être et qui se disent pourquoi pas. Génial. Il faut vous embaucher comme Smith Doctor. Elle n'est pas de moi, cette phrase, elle est de George Bernard Shaw. Voilà. Mais je la trouve très belle. Et encore une fois, je pense que les politiques, on peut quand même leur faire ce crédit-là, je pense. Ils croient à ce qu'il dit, pour la plupart, et heureusement. Et y compris les plus radicaux d'entre eux. Pierre Savidan, le président que je mets en place, il croit sincèrement que ce qu'il fait est conforme à l'intérêt de la population et même de l'humanité en général. Il le croit sincèrement. Il y croit sincèrement jusqu'au bout. Même avec l'article 16 et tout ça. Justement. En fait, il se dit, je vais me sacrifier pour l'humanité. Pour l'humanité. Je serai le martyr. Grosse mégalomanie quand même. Oui, c'est ça. Propre aussi aux politiques, très souvent. Oui, mais vous citez aussi Clémenceau. La politique, c'est comme un hamac. On a du mal à grimper dedans. Une fois qu'on y est, on est balayé de droite à gauche et de gauche à droite. La petite politique. C'est ça. Mais oui. Après, évidemment, dans les romans, c'est pas des manifestes politiques, c'est pas des... on ne défend pas des thèses. Non, sinon, ça vous tomberait des mains. On raconte des histoires à travers plusieurs personnages. On voit comment, au fond, l'idéologie politique s'organise. Quand vous avez parlé tout à l'heure à propos de l'extrême droite, au fond, des idées de l'extrême droite qui, petit à petit, comme le signalait Gramsci, pénètrent le corps social avant de pénétrer la vie politique, c'est ça finalement que vous observez. C'est la pénétration de ces idées qui progressivement transforme complètement le corps politique et fait que ce corps politique, au fond, il est agité de soubresauts qui sont finalement des manifestations du parti qui a été le plus fort, du parti qui a été le plus, au fond, le plus susceptible de séparer la société. Et d'ailleurs, le monde des partis politiques a du mal à s'adapter à cette nouvelle donne des idées, des thèmes. Et on assiste bien aujourd'hui, je pense, à un hiatus entre la demande politique qui émane de la société civile, de la population, et l'offre politique. On voit bien que les partis traditionnels ne sont plus adaptés à la demande politique, et c'est bien pour ça que ces partis traditionnels, le Parti socialiste, les républicains, en gros la droite, la gauche républicaine, représentent aujourd'hui une part très minime des sièges à l'Assemblée nationale. Je voudrais revenir sur une chose que vous avez dite. Votre président de la République, Gouraud, est totalitaire. Il croit complètement à ce qu'il dit. OK. Mais la certitude d'être du côté du bien, qui va du président à toutes ces femmes qu'il conseille, notamment les plus extrêmes, tous les militants, écologistes, féministes, le mythe de la rédemption, du sauveur, de la régénération, mais
on peut faire le bien des gens malgré eux? Vous dites qu'il croit. Le on président, croit il faire. croit. Le président, Oui. il croit en tout cas. Oui. Ouais. On croit qu'on peut faire. Pierre Savidan, il croit. Et alors vous... Alors moi, mon opinion, elle importe peu finalement, parce que moi, mon travail avec ces livres, c'est de raconter des histoires, d'observer le monde tel qu'il est et éventuellement tel qu'il pourrait être à l'avenir. Mais est-ce que c'est un cri d'alerte? Franchement, est-ce que c'est un cri d'alerte contre la possibilité d'une dictature imbécile en France? C'est pas l'intention première. Oui, mais d'accord, mais est-ce que c'est pas aussi ça? L'intention première, elle est vraiment de raconter des histoires. Moi, c'est mon obsession. Je saurais pas vous dire d'où ça vient, mais c'est vraiment de raconter des histoires qui peuvent faire peur, mais aussi des histoires dans lesquelles... Qui interrogent. Qui interrogent, qui dérangent parfois, mais aussi qui mettent en scène des êtres humains avec leurs certitudes, mais aussi leurs fêlures, leurs failles narcissiques. Et moi, j'aime beaucoup travailler sur mes personnages et sur la psychologie de mes personnages et leur histoire, leur contradiction histoire personnelle, leurs contradictions, comment ils les vivent, les interactions entre les uns et les autres, parce que Pierre Savidan, il est plein de contradictions aussi. Et c'est une de ces contradictions, je vais pas spoiler aussi, mais... Les histoires d'amour. Voilà, les histoires d'amour. Et c'est ça qui va devoir aussi, à un moment, qui le met... C'est une histoire d'amour qui le met en porte-à-faux avec ses convictions. Et c'est là aussi où il va devoir faire un choix, finalement, entre la cohérence avec ses idées et puis le bonheur personnel, finalement. Vous ne m'avez pas répondu. Est-ce qu'au fond, deuxièmement, vous n'avez pas envie d'alerter par rapport à ce qui pourrait se passer compte tenu du système politique qui est le nôtre? Je pense qu'il n'y a pas ça derrière vous? Avec toutes vos petites notes en bas de page qui expliquent le système politique français. Alerter, bien sûr, parce que personne ne peut souhaiter ce qui arrive dans mes romans, c'est sûr. Donc, on n'est pas très éloigné de la réalité. Alerter, interroger, questionner, déranger, au moins pour que chacun puisse réfléchir finalement si ce roman, si Collapsus, il arrive à interroger des gens sur comment répondre aux problèmes écologiques avec des solutions démocratiques, je serais très content. Je serais très heureux de ça. Si en plus il passe un bon moment de lecture, je serais très heureux aussi. Ah oui, ça, le bon moment de lecture, c'est garanti. Merci Thomas Bronek. Alors je rappelle que ce livre s'appelle Collapsus et que vous aviez publié avant En pays conquis, La Meute et Les Initiés. On peut lire ces livres dans la série noire chez Gallimard. La montée de l'extrême droite, deuxième partie, sur le grill, Béatrice Gibelin. Bonjour. Bonsoir. Vous êtes géographe, fondatrice avec Lacoste de la revue Hérodote, dont vous êtes la directrice. Vous avez fondé l'Institut de géopolitique de Paris 8. Oui. Et vous travaillez au fond sur l'extrême droite, mais aussi ce que fut le fascisme. En face de vous, donc Marianne Matar-Bonucci. Marianne Matar-Bonucci, vous êtes spécialiste du fascisme italien. Vous êtes professeur d'histoire contemporaine à Paris 8, membre de l'Institut universitaire de France, et vous êtes directrice de la revue Alarmée, qui est une revue qui attire l'attention sur l'antisémitisme et sur le racisme. Vous avez publié L'Italie fasciste et la position des Juifs, et la persécution des Juifs, et puis Totalitarisme fasciste aux éditions du CNRS. Et vous, Béatrice Gibelin, vous aviez publié Populisme et extrême droite. Oui, j'avais dit l'extrême droite en Europe. Et populisme et extrême droite. Et voilà. Alors justement, on aura l'occasion de voir la différence. Alors, je voudrais commencer par l'Italie, parce que c'est ce qui est le plus récent dans la montée de l'extrême droite, mais en même temps, ce qui est le plus caractéristique pour nous, ce qui nous a le plus frappé. Marianne Matar-Bonucci, on peut dire d'une certaine façon que l'Italie fasciste, c'est derrière nous, que le fascisme italien qui s'était radicalisé au fur et à mesure des événements sous Mussolini, c'est pas tout à fait la même chose que ce qui se passe aujourd'hui. On a toujours l'hypernationalisme, on a toujours l'opposition aux Lumières, on a toujours l'opposition au libéralisme, en même temps l'opposition au communisme. Et est-ce qu'on peut dire que la phrase de Mussolini « tout dans l'État et rien hors de l'État » reste une phrase
qui pourrait être prononcée par Giorgia Meloni? Je ne pense pas, non, je ne pense pas, parce qu'il y a de la part de Giorgia Meloni un attachement aussi à une économie de marché libérale. Donc l'idée d'un État plus fort et en particulier d'un régime présidentiel, hein, ça fait partie des réformes qui sont sur le chantier. Elle parle de présidentialisme et ça c'est peut-être un peu de nature à nous inquiéter parce qu'on ne sait pas bien pour le moment ce qui est derrière ce projet de réforme, à part renforcer les pouvoirs donc, de l'exécutif. C'est donc que tout n'est pas de nature à nous inquiéter. Ben, c'est ce qui se passe à l'heure actuelle est intéressant parce que, donc vous disiez le fascisme c'est derrière, c'est pas complètement derrière parce que si on va voir ce qu'est sa culture politique et la culture politique d'un certain nombre de personnages qui l'entourent, il y a indéniablement une nostalgie du fascisme et certaines valeurs, l'exaltation de certaines valeurs qui était présente dans l'idéologie fasciste. Mais il n'y a pas... On dit beaucoup qu'elle a beaucoup de révérence pour Mussolini. Elle ne le dira pas aujourd'hui. Il y a une interview qui date, je ne sais plus, de quand elle était encore relativement jeune, dans laquelle elle expliquait que c'était le plus grand chef d'État, je crois, de l'époque contemporaine en Italie. De mon point de vue, elle en reste convaincue, mais c'est une habile politique et donc elle ne le dira pas de toute façon. Mais encore une fois, il y a ce qu'est sa culture politique et il y a les contraintes qui sont les siennes et le fait que c'est un animal politique et qu'elle a très bien compris qu'il y a des contraintes qui vont l'empêcher de faire exactement ce qu'elle voudrait sur un plan économique en particulier, du point de vue de ses alliances géopolitiques et elle sait qu'elle pourra sur d'autres terrains symboliques ou en matière de politique d'immigration faire des concessions à son électorat. Est-ce que ça signifie qu'elle a acheté par-dessus bord l'exemple de Giorgio Almirante, qui est quand même celui qui avait, au fond, tiré un trait quand même sur une certaine partie du fascisme? Quand on la lit, ce que j'ai fait cet été, donc son livre autobiographique, c'est vraiment très intéressant parce que, encore une fois, on voit qu'elle n'a pas soldé les comptes avec ce passé. Quand elle parle de sa jeunesse, elle a une vision complètement irénique, je veux dire, de son passé, qui était vraiment le passé chez les néofascistes, pour le coup. Quand elle parle d'histoire également, bon, il y a une forme de falsification de l'histoire, y compris de l'histoire du fascisme et du néofascisme. Et quand on voit même les valeurs qu'elle met en avant, par exemple, on trouvera une exaltation de l'autorité, une exaltation du chef, bon, toutes choses qui font quand même partie de cette culture de l'extrême droite. Ensuite, il se trouve que ce matin, elle donnait une conférence de presse que j'ai écoutée parce que le gouvernement vient de présenter le budget. Donc, et les journalistes lui disaient, alors, l'une des mesures qu'ils vont mettre en avant, qui était dans leur programme électoral, c'est la disparition progressive de l'équivalent du RSA, du reddito di cittadinanza. Donc la gauche va mobiliser sur ces questions-là. Et donc un journaliste lui posait la question, elle disait bah, très bien, ils manifestent, ça fait partie du jeu. Moi j'ai fait plein de manifestations auparavant, je suis arrivée, j'applique mon programme. Voilà, donc elle s'inscrit dans le jeu de la démocratie. Et là, il y a une nouveauté radicale par rapport au fascisme historique qui voulait supprimer la démocratie, qui l'assumait, qui le revendiquait, qui abominait la démocratie. Vous voyez, donc on est quand même dans une autre, je dirais, dimension, mais ce qui est inquiétant, c'est d'une part ce qu'elle fera effectivement en termes de réforme du pouvoir exécutif, c'est d'autre part le fait qu'elle a besoin du populisme et de la démagogie pour gouverner et pour maintenir sa popularité, qui va croissant pour le moment, et c'est l'exploitation qu'elle fait de cette question, entre guillemets, des migrants, comme tous les partis d'extrême droite en Europe. Enfin, il y a un point qui est peut-être plus spécifique à l'Italie, c'est l'usage qui est fait, parce que l'Italie est un pays à 80% quand même de catholiques, c'est l'usage qui est fait de la chrétienté et du christianisme, qui est brandi comme une espèce d'étendard identitaire par rapport aux non-chrétiens et une conception excluante
au fond, du christianisme, qui est d'ailleurs à l'opposé de celle du pape François, hein, et de nombre d'associations catholiques qui accueillent les migrants. Enfin, dans les derniers événements, et notamment la phase de tension qu'il y a eu avec la France, on voit quand même aussi l'opposition qui est la leur à une forme de société civile internationale, si je puis parler ainsi, et la guerre qu'ils ont entamée contre les ONG. Hein. Ça, c'est quand même quelque chose qui est probablement une culture commune aussi donc à cette extrême droite européenne. Donc, pour le moment, je pense que ce serait absurde de dire le fascisme revient parce qu'à l'évidence, on est dans une autre configuration. Mais il y a cependant lieu de s'inquiéter pour la démocratie parce que les idées qui sont véhiculées par ces forces politiques qui sont au pouvoir ne sont pas des idées, comment dirais-je, qui portent des valeurs des Lumières, égalité, fraternité en particulier. Béatrice Gibelin, alors il y a des gens qui utilisent le mot néo-fasciste, post-fasciste. Qu'est-ce que vous diriez, vous, de ce régime tel qu'il est aujourd'hui dirigé par Giorgia Meloni? Moi, je ne le qualifierais même pas de néo-fascisme. Pour l'instant, on ne peut absolument pas le qualifier comme tel. Tout dépend quelle définition on va donner du fascisme. Mais même s'il y a des tendances à espérer mettre en place un régime présidentialiste, on ne peut pas dire que ce soit dans le culte du chef qu'elle développe. Elle est très consciente, c'est un animal politique. Et quand on fait de la politique dès l'âge de 15-16 ans, et avec un certain nombre de convictions, on devient un animal politique quand on arrive à obtenir 26% des voix et à être chef de gouvernement, femme pour la première fois en Italie. Donc, c'est pas une petite chose que Giorgia Meloni. Hein, voilà. Mais moi, je pense qu'on ferait vraiment une erreur. On n'est plus du tout dans la configuration des années 20-30. Elle n'est pas question qu'elle sorte de l'Europe. Elle est très atlantiste, très clairement, défend l'OTAN. Elle a pris des positions très claires sur l'Ukraine. Donc, il faut faire attention. Je dirais que c'est presque une sorte de paresse intellectuelle, si vous voulez. Comme c'est l'Italie, comme elle est d'extrême droite, égale fascisme. Alors, on n'ose pas dire fascisme, on dit néofascisme, post-fascisme. Mais c'est pas là qu'est le problème. On est dans un processus qui pourrait être aussi en France à des élections à venir, d'avoir un parti d'extrême droite, parce que moi je pense que c'est comme ça qu'il faut le qualifier, et c'est le plus simple et c'est le plus clair, droite radicale, pas radicale. Bon, pour moi, c'est vraiment des partis d'extrême droite, et qui arrivent au pouvoir par la voie des élections respectées, démocratiques. Ça peut parfaitement nous arriver. Alors on ne dira pas post-fasciste et néo-fasciste, parce que ça n'a pas été le cas de la France dans son histoire. Béatrice Gibelin, je suis très frappé par le fait que dans les 5 années qui viennent de s'écouler, on nous parlait, plutôt que de parler d'extrême droite, de populisme. Populisme de droite, populisme d'extrême droite, mais quelquefois même pas, populisme tout seul. J'ai recensé, populisme de gauche aussi. J'ai recensé avant de venir, comme je reçois à peu près tout ce qui paraît dans le domaine, une trentaine de livres que j'ai reçus depuis 3-4 ans sur le populisme d'extrême droite en Europe. 30 livres. Très peu ou quasiment pas avec le mot extrême droite. Il y en a un ou deux, le vôtre par exemple, oui, qui avait ce titre, mais il y en a donc très peu. Et donc les gens utilisaient populisme. Et là, tout d'un coup, l'extrême droite triomphe en Italie, et on nous parle de fascisme, c'est partout. Dans tous les journaux aujourd'hui, c'est fascisme. Alors, on n'a pas encore les livres avec fascisme, mais on va avoir les livres avec fascisme. Peut-être. Moi, je pense que c'est vraiment parce qu'on reprend une situation qui a été très différente. C'est là où on manque, j'allais dire, de travail intellectuel. C'est-à-dire le contexte aujourd'hui n'est pas le contexte dans lequel Mussolini est arrivé au pouvoir. Mussolini était quand même quelqu'un de gauche, il faut le rappeler. Et il avait un discours, en tout cas, socialisant dans un premier temps, avant de basculer complètement. Enfin, moi, c'est ça qu'on m'a appris, en tout cas. Il vient du Parti socialiste, et il est exclu du Parti socialiste parce qu'il soutient l'entrée en guerre de l'Italie, il devient interventionniste. Et très rapidement, il liquide quand même ce qui restait de culture. Bien sûr, mais il vient bien quand même au départ de... Il vient du Parti socialiste italien, dans sa composante même... La plus radicale. Voilà. Mais ne fuyez pas dans l'histoire. Non, mais je ne fuis pas dans l'histoire. Vous refusez une réponse sur la question du populisme. Non, je ne refuse pas. On a dit populisme dans les 5 années qui viennent de s'écouler, et pan,
ça triomphe en Italie, ça devient le fascisme. Mais parce que je crois que la question du, si vous me permettez, la question du lien à l'histoire est quand même très important. Bon, je fais partie de ceux qui disent ça ne sert à rien, encore une fois, d'agiter l'épouvantail fasciste parce que pour le moment, on n'est pas dans cette configuration-là. Mais c'est quand même, il ne faut pas minimiser non plus l'espèce de tremblement de terre qu'a été l'arrivée pour la première fois dans l'histoire, non pas d'une femme, ça aurait été un tremblement de terre positif, mais du coup, son appartenance politique a fait passer cet événement d'une certaine façon à la trappe, mais quelqu'un qui vient de cette culture politique-là. Le premier qui a fait venir les gens néofascistes, parce qu'à l'époque c'était bien des néofascistes, c'est Silvio Berlusconi. Il s'en vante, il dit d'ailleurs, il oublie le néo, il dit c'est moi qui ai fait rentrer les fascistes au gouvernement. Bon, donc il a contribué d'une certaine façon à normaliser, on pourrait dire même à constitutionnaliser les gens qui viennent de cette culture politique. Mais donc il faut quand même pas, si vous voulez, sous-estimer ça, puisque pendant longtemps ils ont été écartés du pouvoir et la constitution italienne interdisait, ça fait partie des paradoxes de l'histoire contemporaine, interdisait la reconstitution du parti fasciste supprimé. Et dès 1946, le mouvement social italien a été créé. Et il a souscrit à ça. Et il a souscrit à la Constitution. Il a joué sur deux tableaux, hein. C'est ce qu'on a appelé le doppio binario, c'est-à-dire d'un côté, quand même, ils pratiquaient la violence de rue, ils avaient des liens avec des groupuscules encore plus radicaux, et de l'autre, effectivement, ils participaient donc aux élections. Giorgio Almirante, l'un des fondateurs du mouvement social italien, disait ni renier, ni revendiquer, hein. Elle est quand même un petit peu dans cette posture-là. Hein. Et quand encore une fois, quand on la lit, par exemple sur la question des lois raciales, c'est très intéressant parce que les lois anti-juives donc, qui sont adoptées en 1938 par le fascisme et qui s'expliquent... Sans la nécessité d'avoir présent le nazisme pour ça. Absolument, sans pression de l'Allemagne nationale-socialiste. Elle dit qu'elle ne comprend pas. Bon, elle ne comprend pas. Or, si on va étudier ce qu'a été le fascisme, eh bien, on comprend pourquoi il en arrive là. Et non seulement ça, mais elle en parle dans son bouquin. Et juste après, de quoi parle-t-elle? C'est extraordinaire. Des justes et d'injustes en particulier, qui étaient fascistes, qui a fait la guerre d'Éthiopie, qui a fait la guerre d'Espagne et qui a sauvé des Juifs. Donc, vous voyez, je veux dire, on sent que pour le moment, les comptes n'ont pas été soldés. Ça, c'est indéniable. Après, qu'est-ce qui va se passer? L'avenir nous le dira. Je crois que ça dépendra beaucoup aussi de la situation économique, de la situation internationale. Voilà, je ne suis pas rassurée. Parce que même si à l'heure actuelle, je veux dire, il n'y a aucune raison de crier, encore une fois, à la dictature et le jeu démocratique est respecté, ce qui n'est pas le cas, Béatrice Gibelin va en parler, mais par exemple chez Orban, hein, on n'est pas pour le moment dans cette configuration-là, mais quand on connaît sa culture politique, on peut s'inquiéter. Moi, je pense que le problème... on va retrouver le terme populisme. Je pense que si la situation en Italie ne s'aggrave pas, si les tendances possibles évoquées ne se concrétisent pas, on retrouvera le vocabulaire du populisme. Je pense que c'est vraiment une utilisation d'un terme dans un moment de l'histoire parce qu'on est frappé que ce soit en Italie qu'il y ait eu cette arrivée au pouvoir dans une configuration de droite. Hein. Elle est en tête avec la Ligue et avec le parti de Berlusconi, Forza Italia. Mais en même temps, elle garde dans son ministère des gens qui viennent du gouvernement d'avant. De Draghi. Qui sont, ben oui, Draghi, évidemment. Et qui sont quand même des gens qui sont de l'Europe libérale. Il y a quand même de l'argent de la relance, on ne va quand même pas s'en priver. Attendez, il y a des lignes rouges qu'il ne faut quand même pas dépasser. Parce que si on perd... tout cet appui qui est quand même très important pour l'Italie, oh là là, la situation, on a déjà une dette qui est quand même très importante, je crois que c'est 135% du PIB, on ne peut pas se permettre de dépasser certaines lignes rouges. Donc dans le choix même des gens, des ministères qui ont été donnés, tout ceci a été quand même clairement dosé, d'après ce que je peux comprendre. Même le ministère de l'Intérieur que voulait Salvini, il n'a pas eu le droit de l'avoir. Donc on est quand même
je crois... Cela dit, c'est un proche. C'est un proche, je suis d'accord, mais ce n'est pas son nom à lui. Oui, bien sûr. Bon, voilà, il y a des signes comme ça qui peuvent être intéressants. Donc je crois que, bien évidemment... Mais il est vice-président du Conseil. Il est vice-président du Conseil. On est d'accord, il est très présent, il est là, on ne va pas dire le contraire. Bien. Mais je pense qu'elle a... N'oublions pas que c'est un animal politique, c'est-à-dire qu'elle est capable d'évaluer, je crois, enfin il me semble, des rapports de force et de savoir jusqu'où on peut aller. Il y a des gages qu'il faut absolument donner à un électorat. C'est ce qui vient de se passer avec le bateau d'Ocean Viking. Il fallait impérativement qu'elle montre que là, non, elle ne pouvait pas l'accepter, quitte à se fâcher avec un certain nombre de gens, mais pour des raisons internes. Elle venait d'être élue ou presque, c'est un premier acte. Alors si elle craquait sur cet acte-là, elle perdait toute crédibilité. Donc là, c'était pas possible. Et là-dessus, elle a, je crois, assez bien joué. Vous avez dit qu'elle, dans les sondages, elle était plutôt à la hausse. Ah, elle est à la hausse, voilà. indéniablement. Quittons un instant le personnel politique et parlons des gens qui les ont élus. Oui. Comment est-ce que vous voyez cette Italie qui a élu cette triplette de gens d'extrême droite à la tête du pays? Comment vous les jugez? Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce qu'ils reflètent? Quelles sont les idées qu'ils incarnent? Alors, je ne les juge pas, mais j'essaye d'évaluer les choses, de les comprendre. Voilà, c'est plutôt ça. Et ce qui apparaît, je crois, d'abord, c'est qu'elle est restée à l'écart du pouvoir quand même depuis 2012. Et donc, elle a joué la carte de la nouveauté, d'une certaine virginité absolument. Et ça lui a réussi. Déjà, bon. Ensuite, les Italiens essayent depuis des années. Ils ont essayé Berlusconi, ils ont essayé les 5 étoiles, ils ont essayé la Lega. Il y a un vote comme ça un peu fluctuant, qui est peut-être populiste, effectivement, qui va, au fond, à ceux qui leur font des promesses. Parce que, par exemple, les 5 étoiles qu'on disait complètement finies, eh bien, ils ont finalement relativement résisté dans les élections, à coup de promesses, et en particulier, beaucoup de choses se sont jouées autour du reddito di cittadinanza que les 5 étoiles dans le sud de l'Italie, en général, défendent absolument. Donc je crois qu'il y a ça. Je crois aussi que la gauche en Italie, comme dans d'autres régions, est dans une forme d'impasse historique, et qu'il n'y a pas véritablement de programme cohérent, enthousiasmant à proposer. Le PD, en plus, effectivement, le PD est resté relativement isolé. Le PD se serait allié avec les 5 étoiles. Peut-être qu'on n'en serait pas là, mais ce n'est pas le choix qui a été fait. Et puis, il y a, et c'est là-dessus qu'on peut peut-être agir, enfin, la gauche devrait aussi agir en termes de repenser peut-être un programme à plus longue échéance à l'échelle européenne, mais ça, c'est un autre débat. Mais il y a quand même aussi cet épouvantail que l'Italie agite de la question migratoire qui attire aussi et de l'insécurité. Alors, il y a de l'insécurité là, comme dans d'autres pays, mais c'est monté en épingle d'une manière invraisemblable, en particulier par ces formations politiques-là, mais y compris par les médias grand public, qui donnent une place aux faits divers tout à fait considérable, des affaires comme celle qui est intervenue en France, là, avec cette cette jeune femme. Donc, il y en a, je veux dire... l'affaire Lola. L'affaire Lola, voilà. Si vous voulez, il faut imaginer qu'il y a des affaires Lola qui sont sorties constamment, alors qu'il n'y en a pas constamment. Donc je dirais il y a ce tableau-là, et du coup, de mon point de vue, tant qu'il n'y aura pas une vraie réflexion qui sera menée à l'échelle européenne sur la question migratoire, et y compris sur la question des hostilités identitaires, c'est-à-dire pourquoi on accueille plutôt bien les Ukrainiens et moins bien ceux qui viennent d'Afrique, on est mal parti. Voilà. Alors Béatrice Gibelin, est-ce qu'on peut dire quelque chose de la Suède en rapprochement de ce qui se passe en Italie? C'est un phénomène en Europe qui est le phénomène lié à l'immigration. L'insécurité et l'immigration, c'est les deux, à mon sens, les deux facteurs qu'on retrouve communs
sur l'ensemble. Je mettrais la Hongrie dans une situation un petit peu particulière, encore que on pourrait dire un certain nombre de choses. Ils ont quasiment arrêté toute immigration. Oui, enfin, tenté d'arrêter. Mais il y a eu ce traumatisme en 2015 où sont passés par la Hongrie, mais c'était quand même tous ceux qui allaient vers l'Allemagne. Voilà, et c'était par centaines de milliers, ce qui a été sur un pays qui est de toute façon totalement traumatisé depuis la fin de la Première Guerre mondiale. Hein, voilà, donc grand territoire qui s'est retrouvé ayant perdu les 2 tiers de sa population et 1 tiers de son territoire. C'est un traumatisme dont ils ne sont pas encore remis, dont ils se remettront peut-être sans doute jamais. Mais en tout cas, il y a eu une peur, j'allais dire presque existentielle, qui s'est passée là. Je ne suis évidemment pas une défenseuse d'Orban, hein, que ce soit bien clair, mais j'essaye simplement de comprendre. Et dans le cadre de la Suède, qui n'était pas du tout un pays d'immigration, mais qui a été un pays d'émigration. Ils sont partis crevant de faim dans le Nouveau Monde, quand même, au XIXe siècle. Société très homogène, très égalitaire. Alors, social-démocrate dans le modèle par excellence. S'est trouvé relativement confronté, dans un laps de temps court, à une arrivée très accueillante, très généreuse, y compris dans l'obtention de la nationalité suédoise au bout d'un moment, à une population qui venait pas de l'Europe proche, mais qui est venue d'Érythrée, qui est venue de Syrie, qui est venue d'Afghanistan, et avec, je pense, dans une société, je le redis, très égalitaire, y compris dans les rapports hommes-femmes, confrontée à des grandes différences dans le rapport homme-femme de la population qui arrivait. Et je crois qu'un des gros problèmes de l'immigration en Europe, et je pense à la France aussi quand je dis ça, c'est l'absence d'accueil suffisant pour accueillir les femmes, et qui arrivent avec... j'allais dire, ne parlant pas la langue, bien sûr, mais avec des codes culturels et familiaux qui sont à l'opposé, enfin tellement différents de la société dans laquelle elle rentre. Et 98% de cette ou 95% de cette population d'origine étrangère, immigrée, lointaine, est concentrée dans les banlieues de 5-6 grandes villes de Suède. Ce qui vous fait des phénomènes, que vous le vouliez ou non, de concentration, de ghetto, du sentiment pour ceux qui sont encore là ou qui sont autour, qu'on n'ait plus ses choix. Et quand vous avez associé à ça une insécurité, dans laquelle les statistiques, en particulier celles que peut faire la Suède, montrent que les jeunes issus de familles étrangères sont surreprésentés, alors la gauche dira, bah oui, mais ils ont des conditions qui font que quoi qu'est-ce, mais même quand on prend ces paramètres-là, ça reste surreprésenté, vous avez un discours qui est tenu par un certain nombre de leaders, qui est de dire on défend la nation, est-ce que la nation c'est quelque chose, on défend la nation, on descend notre souveraineté et on dit stop à l'immigration. Je finis juste là-dessus. Les sociodémocrates danois, eh ben, c'est le choix qu'ils ont fait. Ils ont tenu un discours anti-immigration qui nous révulse un peu quand on est à gauche, mais ils ont gagné des élections et tenu avec un discours qui était inenvisageable il y a encore 5 ans. Comment est-ce que vous expliquez que, au fond, aussi rapidement, la social-démocratie suédoise, qui était un exemple pour toute l'Europe, et que toute l'Europe considérait comme le lieu de la coexistence, de l'accueil, etc., de populations d'origine différente, tout d'un coup, ça a bougé comme sous un tsunami. Très, très étonnant. Ça a bougé plus tôt qu'on a voulu le voir. Hein. Alors, c'est vrai que dans les résultats électoraux, c'était faible, que la droite avait mis véritablement une barrière en disant jamais d'association avec eux, sauf que localement, il y a eu des associations entre la droite, on va dire, classique, si vous voulez, et l'extrême droite, simplement pour pouvoir gagner les élections. Et je vous rappellerai qu'en France, on a vu des choses qui se sont faites comme ça dans les années 90, hein, à la fois au niveau régional et au niveau local, où on avait... En même temps, il y a eu une droite républicaine qui a empêché d'aller trop loin. Dans cette droite républicaine, souvenez-vous d'un dénommé Blanc qui était... Oui, très bien. Hein, d'accord, il a quand même fait alliance aussi avec
avec l'extrême droite. On l'a vu dans un certain nombre de villes. C'était valable que dans le sud de la France, je vous l'accorde. Mais ça a quand même existé. Donc il ne faut pas dire que ça ne puisse pas réexister, bien évidemment, chez nous. Donc ça a démarré à ce niveau local. Puis vous avez eu des événements qui ont été des événements très puissants, en particulier ce qui s'est passé récemment, je pense que c'était le week-end de Pâques en Suède, où vraiment on a eu des émeutes urbaines importantes, suite à la provocation d'un individu qui est à la fois danois et suédois, qui est allé brûler des Corans, qui a, en forme de provocation, ce qui est légal en Suède, parce qu'il n'y a pas de blasphème, donc il était dans la légalité. Chez nous non plus, il n'y a pas de blasphème. Oui, mais je ne suis pas sûre qu'on n'aurait pas, on serait pas intervenu plus tôt au nom du trouble de l'ordre public et où on l'aurait interdit de le faire. Ce qui est plus étonnant, c'est comment la police suédoise a sous-estimé, volontairement ou moins volontairement, comment en faisant à certains endroits brûler des Corans, on allait effectivement mettre le feu aux poudres. Et ça n'a pas manqué. Des voitures incendiées, des bâtiments incendiés, des policiers attaqués. Bon, ça a été vraiment des émeutes qui évoquaient un peu 2005 chez nous, si vous voulez. Hein. Et ça a été évidemment un tremplin après pour le discours en plus, c'est les démocrates suédois. Hein, ça vaut pour la Suède, ce que vous êtes en train de dire. Ça vaut en partie pour l'Italie, parce que les arguments sont avancés aussi en Italie. Mais regardez, sans qu'il y ait eu attendez, regardez l'Autriche. Ça ne vaut pas. L'Autriche, elle vit plutôt sur la victoire de l'extrême droite à laquelle, au fond, personne ne parle. Plus personne ne parle. Ils ont été les premiers à arriver au pouvoir. Et alors là, tout le monde a hurlé. Tout le monde a hurlé dans toute l'Europe. Alors là, on pouvait même parfois parler de fascisme qui revenait, enfin, ou de nazisme. Parce que comme on n'avait pas fait vraiment le ménage en Autriche, c'est que ça leur revenait sérieusement. Et puis, il ne s'est pas passé grand-chose non plus. Et on est allé jusqu'à une alliance avec des sociaux-démocrates dans le jeu de la proportionnelle, voire même avec des Verts. Donc il y a eu une forme de banalisation de cette présence de l'extrême droite en Autriche qui fait que plus personne n'en parle aujourd'hui. Et non banalisation qui existe aussi en France, je vous ferai remarquer. À mon avis. Si, c'est la banalisation que cherche Marine Le Pen. Non, là, je dis en étant dans l'exercice du pouvoir, avec des ministres. Bon, nous, on n'en est pas encore là. Je ne dis pas qu'on n'y viendra pas. Que Marine Le Pen ait une stratégie de dédiabolisation, tout le monde en sera bien d'accord, bien évidemment. Mais dans le cas d'Herder au départ, ils n'étaient pas dans une logique de dédiabolisation. C'était pas ça qui les préoccupait. Mais le fait d'avoir été au pouvoir sans que ça remette en cause la démocratie, sans que les élections soient remises en cause, c'est là où je trouve que je parle de banalisation. Dédiabolisation et banalisation, c'est pas tout à fait la même chose. Béatrice Gibelin, conclusion, extrême droitisation ou pas extrême droitisation de la société européenne? Je pense qu'à l'heure actuelle, dans l'inquiétude face à la mondialisation, face à l'immigration, face aux attentats provoquée par l'islam, l'inquiétude est profonde et si on ne la prend pas en compte, ça continuera à progresser. Vous pensez la même chose? Je partage la même conclusion sur les inquiétudes. Après, il faut réfléchir sur les remèdes. Je ne suis pas sûre que faire de la surenchère contre les migrants soit la meilleure façon. Je pense qu'il faut plus de politique sociale et qu'il faut aussi investir dans la lutte contre le racisme, parce que qu'on le veuille ou non, l'immigration est quand même l'avenir de nos sociétés. Et moi, je voudrais juste dire, apprendre à vivre dans une société qui est désormais multiculturelle. Absolument. Merci à toutes les deux. La montée de l'extrême droite, troisième partie. Notre grand témoin est Jean-Yves Camus. Bonsoir. Bonsoir. Jean-Yves Camus, vous êtes à la fois journaliste et politologue. On peut dire que le travail que vous avez fait sur l'extrême droite fera date parce que vous avez une connaissance de ce qui se joue en Europe en matière de politique d'extrême droite qui est très important. Alors, compte tenu de ça, est-ce que vous pouvez nous dire, au fond, comment interpréter ces transformations de la situation politique qui font que, d'une certaine façon, on a l'impression que c'est presque irrémédiable.
C'est-à-dire qu'on voit pays après pays des nationalités entières se livrer à l'extrême droite. Je dirais peut-être dériver, mais dériver vers l'extrême droite. C'est une impression qu'on peut avoir. Mais regardons aussi l'envers du décor. Il y a 3 semaines exactement, le président autrichien Alexander Van der Bellen, qui est un vert libéral, dans la tradition des verts allemands, eux aussi écologistes et libéraux, était réélu avec un score absolument sans appel. Son adversaire du FPE, le parti d'extrême droite, faisait 18%. La fois précédente, rappelez-vous, ça avait considérablement marqué les Européens. L'élection présidentielle avait dû être refaite tellement l'écart était faible. Et le président Van der Bellen avait vaincu d'un cheveu 50,1% contre 49% et quelques à son concurrent du FPE. Donc les Autrichiens se sont refusés à avoir un président d'extrême droite. Et ça n'est pas un fait isolé. Ça n'est pas un fait isolé. Il y a d'autres pays dans lesquels on voit les partis d'extrême droite échouer, perdre des directions de gouvernement. C'est le cas par exemple en Slovénie, où le Premier ministre précédent était extrêmement aligné sur Viktor Orban et a perdu. Et finalement, quand on ajoute à tout ça la relative bonne résistance des démocrates américains lors des midterms, la défaite de Jair Bolsonaro au Brésil, je sais qu'on sort d'Europe, et tout ça est finalement lié, on voit qu'il n'y a rien d'irrémédiable. Il n'y a rien d'irrémédiable, on se focalise simplement davantage sur les pays où ça marche, et surtout sur les pays où c'est neuf, que sur les pays où ces gens perdent le pouvoir, mais il en existe. Il n'empêche qu'on voit quand même un plus grand nombre de pays qu'autrefois être gagnés par cette extrême droite. Et je voudrais que vous me donniez votre explication en ce qui concerne l'Europe. C'est-à-dire comment est-ce qu'on peut interpréter cette évolution, qu'est-ce qu'elle signifie. Alors il y a des gens qui disent on voulait essayer l'extrême droite. Mais ça ne suffit pas pour expliquer un jugement de ce genre. Alors bien sûr, il y a toujours le grand argument de l'immigration. Il s'agit de lutter contre l'immigration et que ce nationalisme rapproche de l'extrême droite, mais encore. Alors il n'y a pas d'explication monocausale. Il en existe plein, et tellement qu'on n'aura sans doute pas le temps de les aborder toutes. La première, à mon sens, c'est que nous, quand je dis nous, c'est l'ensemble des démocrates libéraux, qu'ils penchent à gauche, social-démocratie, à droite, libéralisme classique, conservatisme mainstream, nous nous sommes endormis. Nous nous sommes endormis sur une idée qui est arrivée très vite après la Seconde Guerre mondiale, notamment en France, à savoir que le fascisme et ce qui lui était associé était une sorte d'accident de parcours. Nous, Français, avons été particulièrement touchés par cette sorte d'amnésie sélective parce que, évidemment, le pays, la patrie des droits de l'homme et du citoyen, le pays qui a condamné puis réhabilité le capitaine Dreyfus, ne pouvait pas succomber à la tentation de l'extrême droite. D'ailleurs, vous vous souvenez certainement qu'on nous enseignait que Vichy n'était arrivé que dans les fourgons de l'étranger, et que, ma foi, si les Allemands n'étaient pas entrés dans Paris, il ne serait rien arrivé de ce que l'histoire a montré entre 40 et 44. C'était une sorte de cécité, à mon avis, assez mortifère, parce que la démocratie n'est pas quelque chose qui va de soi. C'est un combat permanent, c'est une éducation permanente, c'est une nécessité d'être vertueux en politique. Et ma foi, petit à petit, le temps passant, l'horreur des régimes fascistes et nationaux-socialistes s'estompant, ce qui semblait inconcevable l'est aujourd'hui beaucoup moins. Et par ailleurs, Marianne Mantarboducci le disait précédemment à propos de Giorgia Meloni,
il existe des dirigeants d'extrême droite suffisamment intelligents pour avoir compris que le fascisme historique ne se dupliquait pas. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il existe en Italie des petites formations outrageusement fascistes, Forza Nuova et d'autres, qui sont réduites à la marge de la vie politique, parce qu'évidemment, si vous tendez le bras, que vous criez « Vive Mussolini » et que vous réclamez l'État corporatiste, vous n'êtes quand même pas entendu par les masses. Donc il y a eu un effort de rénovation intellectuelle et d'adaptation à la modernité des différentes extrêmes droites européennes. Et ce qu'il y a d'absolument central, sans mauvais jeu de mots, parce que je vais parler de la Hongrie, donc de l'Europe centrale, c'est aussi de comprendre que dans ces pays, où je suis retourné très vite après la chute du communisme, j'ai eu l'impression, les ayant connus avant, on va dire dès le milieu des années 70, que le communisme, avec sa prétention d'avoir éradiqué, vous savez, le fascisme, le nazisme, le racisme, l'antisémitisme, etc., avait glissé sur ces peuples comme l'eau sur les plumes du canard. C'est-à-dire qu'au fond, vous retrouviez intact le vieux nationalisme et l'irrédentisme hongrois, le nationalisme polonais tel que Roman Dmowski pouvait avant-guerre le mettre en branle avec la nocivité que l'on sait, les rêves de grande Roumanie et les vestiges de la garde de fer, dont on vous disait finalement que c'était des combattants anticommunistes. Et encore aujourd'hui, dans tous les musées de l'histoire des pays baltes que j'ai visité ceux des 3 capitales, je rappelle que les combattants qui se sont rangés aux côtés de l'armée allemande sont présentés comme des patriotes qui se sont battus contre le communisme. Donc il y a eu reformulation, et ma foi, cette reformulation, elle est assez à droite. Finalement, la formule du cinéaste James Gray qui dit en fin de compte, les démocraties représentatives sont moins un acquis qu'une anomalie dans l'histoire. Une anomalie qui perdure, une anomalie qui, effectivement, et fort heureusement, gagne du terrain dans un certain nombre de pays. Nous sommes tous très heureux que l'Amérique latine ait abandonné les dictatures du cône sud et que la démocratie revive, par exemple au Chili récemment, que l'Afrique du Sud soit sortie du régime de l'apartheid. Mais enfin, c'est vrai que la démocratie ne va pas de soi. Ça n'est pas quelque chose qu'on peut considérer comme étant définitivement acquis, d'autant plus qu'il reste des puissances mondiales, je pense en particulier à la Chine, et c'est vrai aussi de la Russie, qui, au fond, ne l'ont jamais véritablement connue, et qui ont une vision du monde, c'est très vrai de la Chine, qui est extrêmement différente. Mais quelles sont les valeurs sur d'autres valeurs. Quelles sont les valeurs à l'œuvre dans le populisme ou dans l'extrême droite? Parce que en France, par exemple, ça a basculé, mais ça fait très longtemps, mais ça a basculé de la gauche à la droite. Mais il y avait un populisme social. Quelles sont les valeurs, en fait, est-ce qu'elles sont datées ou est-ce qu'elles sont actives pour vous? Par exemple, le sang, le sol, la langue. D'abord, le terme populisme est extrêmement trompeur, parce que le populisme, et Chantal Mouffe et Ernesto Laclau nous l'ont appris, peut être quelque chose qui n'a rien à voir avec l'extrême droite. Vous connaissez la théorie de Chantal Mouffe sur la démocratie agonistique. Chantal Mouffe explique que la démocratie, c'est la manière de résoudre de manière pacifique la tension permanente entre des intérêts de classe, par exemple, puisque ces gens parlent de la gauche, depuis la gauche radicale, qui induisent des antagonismes assez irréductibles, et que finalement, le politique, pas la politique, le politique, l'art du politique, c'est de savoir résoudre les conflits qui inéluctablement existent dans toute société en reconnaissant à son ennemi le droit d'être citoyen. Chantal Mouffe dit « il faut penser avec Schmitt, Carl Schmitt contre Schmitt ». C'est-à-dire savoir qu'en démocratie, on a toujours un ennemi, mais que cet ennemi, pour autant qu'il doit être combattu, est également des vôtres et qu'il faut lui laisser une place. Cette parenthèse est en fait sur le populisme. Oui, revenons aux valeurs. Revenons aux valeurs. Le populisme, tel que le décline, par exemple, Marine Le Pen, on va parler un peu de la France, me paraît être une sorte de
d'annihilation de l'essence même du politique. Je m'explique. Marine Le Pen, dans son programme, dit « L'immigration, on va mettre au référendum. L'appartenance à l'Union européenne, on va mettre au référendum. On met tout au référendum. Depuis le référendum d'initiative locale... Le peuple souverain. Jusqu'aux questions constitutionnelles. Le peuple souverain. Mais le peuple souverain, dans la démocratie telle que nous la connaissons, il est représenté. Il est représenté par une intermédiation. Ça donne la démocratie représentative. Nous élisons nos députés, nos conseillers généraux, etc. Et si nous ne sommes pas contents d'eux, eh bien, au scrutin suivant, nous changeons de cheval. Pour ceux qui votent. Pour ceux qui votent. Chez Marine Le Pen, ça pourrait donner ceci. Je suis présidente de la République. Toute question qui actuellement est tranchée par le Parlement au terme d'un débat est mise au vote par référendum, de sorte qu'au final, il reste quoi? Les ministres servent à quoi? Le président de la République sert à quoi? Eh bien, il ne servirait plus qu'à mettre en musique l'expression permanente de la volonté populaire. Le populisme. Le populisme intégral. Moi, je me satisfais très bien de la démocratie représentative. Oui, mais les valeurs qui sont derrière ça, c'est quoi? C'est une valeur d'efficacité. La déification du peuple. Et là, on tombe sur un problème qui est éminemment intéressant. C'est que la déification du peuple, elle date de l'époque révolutionnaire. En fait. Donc, je ne suis pas contre-révolutionnaire, mais je prétends qu'il y a une ambiguïté fondamentale dans le projet révolutionnaire qui consiste à établir la souveraineté absolue du peuple, qui peut aboutir à la dictature du peuple et qui peut aboutir à ce système que je décris, dans lequel finalement il n'y a plus d'intermédiation et c'est la foule qui dirige. On retrouve je dirais exactement... peut-être un peu réactionnaire, mais j'ai personnellement assez peur des passions de la foule. Jean-Yves Camus, on retrouve exactement ce qui est dit dans les romans policiers de Thomas Bronneck. Thomas Bronneck, qui était dans notre première partie. C'est-à-dire, au fond, cette idée selon laquelle ce qui domine, c'est une espèce d'aspiration floue à autre chose que ce qu'on vit, et finalement qui colle progressivement aux valeurs mises en avant par le pouvoir politique, qui au fond influence les uns ou les autres grâce à l'idéologie. Et au fond, finalement, la sanction électorale est une sanction superfétatoire. Il existe encore une sanction électorale qui est parfaitement visible chez ceux qu'on appelle les électeurs zappeurs, qui sont une frange considérablement importante des électeurs, et qui sont des gens, quand on analyse leur trajectoire de vote, on s'aperçoit qu'ils passent de l'un à l'autre dans une sorte de marché permanent qui n'a pas énormément de logique idéologique. Ils sont très rapidement mécontents de celui qu'ils ont choisi, décident de passer à quelqu'un d'autre. Inévitablement, les raisons structurelles de l'échec étant les mêmes, ils sont presque automatiquement déçus de celui sur lequel ils ont jeté leur dévolu, et ainsi de suite. Certains terminent dans l'abstention. Ou ne votent plus. Voilà, terminent dans l'abstention. Notamment les jeunes. Poursuivent leur jeu de loi. Donc la frustration que vous évoquez, la fracture entre le petit peuple, les gens d'en bas et les élites qui auraient tout, très proche des histoires que raconte Thomas Bronneck, mais proche aussi de ce qu'on vit, de ce qu'on a vécu avec les Gilets jaunes. Oui, tout à fait. Ça, c'est très actif. Ça, c'est très actif. Et il y a autre chose qui me paraît assez important, c'est la question du temps politique. C'est-à-dire que nous élisons le président de la République pour un mandat qui, lorsqu'on a fait la défalcation du temps de mise en place des mesures et du temps de la campagne avant la reconduction éventuelle du mandat, ce président n'a que 3 ans. Il n'a que 3 ans utiles. Or, en 3 ans, dans une société aussi complexe que la nôtre, compte tenu des interdépendances économiques qui existent à l'échelle mondiale, compte tenu du fait que la France est aussi un pays qui bouge assez lentement, finalement. Il y a à la fois une sorte de cocotte-minute sociale, puis en même temps, quand il faut mettre un coup d'accélérateur... Réformer, très difficile en France. La réforme est un petit peu difficile à faire passer. Eh bien, tout cela produit un mécontentement assez structurel, parce qu'il est quasiment impossible à l'électeur de voir le résultat tangible de ce pourquoi il a voté dans l'espace du mandat politique pour lequel il a élu quelqu'un. Jean-Yves Camus, si on ajoute à ça l'Ukraine, avec les conséquences sur la vie et sur l'inflation, si on ajoute à ça les conséquences de la pandémie
avec ses aspects divers, est-ce que vous ne croyez pas qu'on est dans une situation de flottement qui fait qu'une grande partie de la population n'a plus l'éducation politique pour pouvoir, au fond, durer dans ses choix? C'est possible. Je fais partie de ceux qui regrettent la bonne vieille instruction civique de mon école primaire, où, malgré les origines du phénomène, ce qu'on appelle en Allemagne la politische Bildung, c'est-à-dire finalement l'éducation politique. Vous savez, en Allemagne, il existe un organisme d'État qui s'appelle la Landeszentrale für politische Bildung, qui est un organisme qui est chargé de l'éducation citoyenne et qui produit, non seulement à destination des écoliers et des lycéens, mais à destination des citoyens, un certain nombre de brochures basiques, qui fait des conférences, qui organise des cycles d'études sur les fondements de la démocratie et le fonctionnement de la démocratie. Ça n'existe pas ici. Alors évidemment, ça a été fait en Allemagne après la Seconde Guerre mondiale, pour faire infuser les valeurs démocratiques auprès d'une population. Il y avait les hussards noirs de la République. Oui, il y avait les hussards noirs. Et l'invention de l'État. Il y avait les et du service public de la République. Mais on est aujourd'hui face à une situation qui est singulièrement différente, qui est une population singulièrement différente. Et il ne faut pas se voiler la face. On ne fait pas de l'éducation civique et de l'éducation politique, de l'éducation aux valeurs basiques de la démocratie, avec une population qui vient d'origines aussi diverses que la population qui vit aujourd'hui sur le sol français. On ne fait pas cette éducation de la même manière qu'on pouvait la faire dans une école de campagne des années 1880-90, et où, effectivement, il s'agissait d'inculquer les valeurs de la République à une population qui était auparavant, certains diront prisonnière, de l'école cléricale, de l'école catholique. De l'Église. De paysannerie. Et qui pouvait éventuellement, comme mes propres grands-parents maternels, ne pas avoir à la maison le français, mais le breton comme langue usuelle. Le problème des valeurs basiques, on le voit aujourd'hui tous les jours à l'école et dans l'ensemble de l'enseignement. Comment faites-vous pour inculquer à une partie de cette population scolaire le fait qu'il existe des valeurs qui sont intangibles, des valeurs républicaines intangibles, et que, eh bien, vous ne pouvez pas, quand vous venez ici, quand vous choisissez de vivre dans ce pays, penser que ces valeurs, vous pouvez les mettre par terre et substituer les vôtres. Je veux dire, cette espèce de relativisme culturel, qui est exactement le relativisme qui a coûté la vie à Samuel Paty. Il faut, à un moment donné, que l'autorité soit très claire sur le fait que nous avons des valeurs démocratiques et qu'on ne les négociera pas. Or, nous sommes confrontés à des vagues migratoires. Là aussi, il ne faut pas se raconter d'histoire, qui n'ont pas notre histoire de la démocratie, qui n'en ont même pas l'expérience, que nous devons sans doute accueillir au nom des droits humains les plus fondamentaux, mais qui ne doivent pas pouvoir altérer le message de nos valeurs et de leur intangibilité. Donc vous pensez qu'en fait, il y a un vrai rôle des mouvements migratoires dans la montée de la xénophobie? Mais évidemment, évidemment, et des politiques migratoires. Parce que si vous prenez le cas suédois, dont on parle beaucoup avec le soutien sans participation des démocrates suédois au gouvernement conservateur qui est issu des dernières élections législatives. Dans l'ensemble de la Scandinavie, les gouvernements successifs, y compris sociodémocrates, ont pratiqué une politique migratoire qui, d'abord, a transformé les sociétés assez homogènes au plan culturel et religieux en sociétés, en tout cas dans les grandes villes, multiculturelles, et en ayant une idée qui consistait à regrouper les nouveaux arrivants dans des quartiers spécifiques, aux motifs pas complètement idiots quand on regarde l'expérience américaine, mais la Scandinavie, c'est pas les États-Unis, que quand on arrive, pour s'acclimater, un entre-soi, il faut une période d'entre-soi. On a tous vu ça à New York. Et la partie de ma famille qui a immigré aux États-Unis ou en Italie a fait comme les autres. Elle est allée habiter dans un quartier italien. Sauf qu'au bout d'une génération, la croissance industrielle aidant, l'emploi étant meilleur que ce qu'il est aujourd'hui, eh bien l'ascension sociale s'est faite toute seule et l'éducation a fait le reste. Et ces gens sont sortis
du quartier auquel ils étaient, si je puis dire, assignés. En Scandinavie, on a assigné les gens à résidence dans un certain nombre de quartiers, et puis on n'a pas forcément déployé les moyens nécessaires pour que le SAS se fasse. La situation économique reste excellente comparée au reste de l'Europe, mais le modèle scandinave n'est quand même plus exactement ce qu'il était. Et puis, là aussi, soyons très clairs, l'islam radical s'est emparé d'une partie de ses populations, hein. Que ce soit les premiers arrivants bosniaques qui sont arrivés après la guerre civile yougoslave, ou ceux qui sont arrivés du Moyen-Orient, les Pakistanais, Afghans, etc., ou les Somaliens, qui forment une grosse partie de l'immigration en Finlande. Quand on regarde le ratio de départ sur zone djihadiste syro-irakienne, on comparait donc le nombre de partants comparé à la population, c'est le Danemark et la Finlande qui arrivent en Europe en tête, devant la France. Donc il y a bien quelque chose à un moment donné qui ne va pas. Comment parler à ces couches sociales qui n'ont pas une formation, disons, niveau colonne vertébrale dans une partie du pays et qui, en conséquence, virevoltent d'un parti à un autre sans avoir de vision vraiment sérieuse et organisée de la conjoncture politique? Comment leur parler pour éviter qu'ils ne votent pour cette extrême droite dont ils ne savent pas grand-chose, sinon qu'on est en face d'une force démagogique qui, bien évidemment, va provisoirement, éventuellement les convaincre, mais en passant à côté de ce qui est absolument indispensable pour qu'une véritable transformation démocratique s'organise. Je suis moins certain que vous qu'ils ne sachent pas dans les grandes lignes ce que ces formations veulent. Je crains, dans le cas par exemple du Rassemblement national, qui est tout de même un parti, quand on regarde le Front national et son point de départ, qui existe depuis 50 ans. 50 ans, ce n'est pas un phénomène transitoire. Vous avez le temps de comprendre quand même quand vous êtes éloigné de la chose politique, quelle est la colonne vertébrale du mouvement pour lequel vous allez voter. Or, une partie de la population, et là on a des enquêtes préélectorales qui sont assez parlantes, connaît ces valeurs, on va dire le tronc de ces valeurs, c'est-à-dire la lutte contre l'immigration, le sentiment d'insécurité, la question de l'identité nationale. La défense du petit peuple. Voilà, et y adhère. L'antiparlementarisme. Quand on demande aux gens qui déclarent vouloir voter pour le Rassemblement national ce qu'ils pensent de la question de l'immigration, comme par hasard, c'est quand même là qu'on a les gens qui y sont le plus hostiles. Et quand on passe aux électeurs de LR, il y a un décrochage très très net, et puis quand on évolue vers la gauche, il y en a encore un autre. Donc je pense, moi, qu'une bonne partie n'est plus un vote de protestation. Ou alors c'est un vote de protestation très diffus. On pense effectivement que les entre guillemets, élites, sont totalement déconnectés du peuple, ce qui est un point de vue qui, par ailleurs, peut se défendre. Mais parallèlement, on est étroitement sécuritaire, jusqu'à, pour certains, vouloir le rétablissement de la peine de mort, ou du moins de la perpétuité, mettre à la perpétuité incompressible. On est eurosceptique, on est souvent climato-sceptique, on est souvent... antisémite. Non, là c'est un peu différent, on en reparlera. On est en tout cas de plus en plus persuadé que l'islam, et non pas l'islamisme, est incompatible avec la civilisation européenne, ce qui a été le cheval de bataille, non pas de Marine Le Pen lors de cette présidentielle, mais d'Éric Zemmour. Bref, on a des convictions dont on peut toujours dire qu'elles sont des convictions basiques, qu'elles ne reposent pas nécessairement sur une connaissance par cœur du programme du Rassemblement national, mais ce sont des convictions, et on vote pour. Et alors du coup, la réponse à la question d'Antoine, comment parler? Que dire? C'est très compliqué, parce que si on me pose aujourd'hui la question de savoir, ça ressemblerait à quoi le régime institutionnel que mettrait en œuvre Mme Le Pen si elle était élue à la tête de l'État? J'ai pas de réponse claire. Ça s'appellerait la République, très certainement. Ce ne serait pas la même forme de République, sans doute. Le poids du Parlement serait nettement inférieur. Le référendum d'initiative populaire généralisé, le Conseil constitutionnel sauterait. Mais si vous voulez, là où ça devient difficile, c'est que celles et ceux qui s'opposent au Rassemblement national, très souvent, forcent le trait. Et on en revient
à ce qui était dit précédemment sur Madame Mélanie. C'est-à-dire que ça ne sera pas du fascisme, ce ne sera pas de la dictature, ce sera une république d'une autre forme. Et moi, je veux vraiment insister sur ce fait très présent dans l'histoire de France, que la république, c'est un terme dont on se gausse beaucoup et qu'on utilise beaucoup par ailleurs de manière générique. La république en France, ça a été plein de choses. Ça a été la république de Thiers, la république de MacMahon, la république des hussards noirs, la république un peu débile au sens de dénuée de force des années 30. Ça a été la République qui a amené au pouvoir le maréchal Pétain à l'issue d'un processus parlementaire. Et ça a été la 4e et celle du général de Gaulle. Bref, c'est plein de choses. Mais est-ce que là-dedans, vous entendez qu'en fait, il n'y a pas trop à s'inquiéter d'un éventuel changement et d'une victoire du Front National? Non, je ne dis pas qu'il ne faut pas s'inquiéter. D'abord, mon rôle est un rôle d'observateur. Il n'est pas un rôle de militant qui consiste à dire s'il faut s'inquiéter ou ne pas s'inquiéter. Il faut simplement avoir en tête qu'il s'est installé dans l'histoire politique de ce pays un mouvement que l'on a pris au début pour un feu de paille, pour une sorte de remake du poujadisme, et qui en fait est devenu une composante structurelle de la vie politique, et en particulier de la vie politique des droites. Le mouvement Poujade, c'est au fond 5 ans. Création 1953, 1958, le général de Gaulle revient au pouvoir, le mouvement Poujade disparaît. Le Rassemblement national, c'est avec le FN 50 ans. C'est pas tout à fait la même chose. 72, ça a commencé en 72. 1972, 2022. Donc, on a, à l'intérieur du bloc des droites, de la grande famille des droites, quelque chose qui, un peu partout en Europe, là je sors du cas français, me paraît inquiétant, et pour le coup je ne suis pas un homme de droite, c'est l'affaiblissement idéologique de la droite libérale et de la droite conservatrice traditionnelle. C'est-à-dire que ce que le président Bush appelait, comme David Cameron, le conservatisme compassionnel, c'est-à-dire être ferme sur les valeurs traditionnelles, mais en même temps vouloir effectivement tendre la main à celui qu'un accident de la vie, la perte d'un emploi, a un petit peu laissé au bord de la route. Une redistribution modérée, on va dire, de la richesse nationale. Eh bien, ce conservatisme compassionnel, il a pratiquement disparu. Le mouvement, aujourd'hui, il est d'extrogir, très très nettement. C'est-à-dire que à l'intérieur des droites, ce sont les droites populistes, nationalistes, anti-européennes, qui aujourd'hui ont l'ascendant sur les autres droites qui me semblent en position défensive. C'est particulièrement vrai pour les libéraux. Quel penseur libéral a-t-on aujourd'hui en Europe qui soit de la trempe d'un Raymond Aron? Si vous pouvez m'en citer un, je suis preneur. Pour ma part, je n'en trouve pas. Pourquoi? Parce que les libéraux se sont mués en défenseurs assez exclusivement, d'abord d'une Europe fédérale dont beaucoup de citoyens ne veulent pas, c'est leur droit. Triomphe de l'économie. D'un laisser-faire, laisser-passer, d'une croyance dans la vertu autorégulatrice du marché, dans une croyance dans la nécessité de vendre une Europe qui soit un libre espace de circulation des hommes et des marchandises. Ça ne satisfait pas, ça ne satisfait pas davantage à droite d'ailleurs que ça ne satisfait à gauche. Le résultat, c'est qu'effectivement, ceux qui ont un logiciel qui surfe un peu sur les peurs du temps, notamment cette peur de la transformation de nos sociétés sous le coup de la mondialisation très rapide et du multiculturalisme, eh bien, ce sont ceux-là les gagnants. La peur de l'avenir aussi. Merci Jean-Yves Camus. Alors je voudrais dire au terme de cette émission qu'il est nécessaire au fond de repenser à nos valeurs. Parce que qu'est-ce qu'on veut préserver? Voilà la question peut-être qu'il faut se poser si on veut véritablement éviter une évolution de l'extrême droite comme un parti triomphant dans un pays européen. Nous voyons ce triomphe s'achever dans un certain nombre de pays. Est-ce qu'on peut l'éviter? Est-ce qu'à terme, il y a autre chose de possible en Europe? C'est une question que je vous invite tous à vous poser.